Salut, c'est Sneakit pour la Marvel JCE TV. Aujourd'hui, on va rattraper Shep et parler de l'ombre du Titan Fou, donc la troisième boîte de luxe qui est sortie. En toute objectivité, c'est peut-être la boîte la moins intéressante, en tout cas la moins agréable à jouer, après évidemment la catastrophique convoitise galactique. Il n'en reste que ça reste une bonne boîte quand même, parce qu'il y a quand même des choses à faire avec. Comme je l'ai dit, ce n'est pas une catastrophe. Je vous propose de commencer par un petit tour sur les méchants. Donc, on avait en premier Mâchoire d'ébène, Ebonimo, quand même beaucoup plus classe, la traduction boiteuse encore une fois. C'est un méchant qui joue sur le principe du tic-tac, c'est-à-dire qu'il va vous mettre des sorts et qui va les faire se déclencher en fonction de ses activations. C'est un bon petit méchant, pas trop dur, donc assez facile pour tester les mécaniques. Et surtout, lui est très sensible au contrôle, puisque il doit s'activer pour déclencher ses sorts, et on peut l'empêcher de s'activer facilement. C'est toujours agréable de jouer un Ebonimo, j'ai encore joué il n'y a pas si longtemps, donc c'est un scénario que j'aime bien, sans révolutionner le game. Un autre scénario qui est assez original, pas très dur non plus, mais très sympathique, c'est la défense de la tour. Alors évidemment, parce qu'ici le but ça va être de gérer deux méchants en même temps. Donc ça changeait un peu, parce qu'à l'époque tout ce qu'on avait eu comme multiples méchants c'était les démolisseurs, donc c'était assez original. On va devoir gérer entre Proxima Minuit, qui va avoir tendance à taper assez fort, sauf si on blesse la tour, et Corvus Glaive qui nous demande de défendre, sinon lui-même va aussi blesser la tour. Pareil, scénario pas très difficile. Notez que vous avez comme une option dans le livre pour augmenter la difficulté en commençant avec une tour déjà blessée. Pour avoir un peu plus de challenge. Mais il y a tout. Il y a l'originalité, la difficulté est correcte, donc c'est un bon petit scénario. Ensuite, évidemment, on va passer à Thanos. Alors, évidemment, Thanos, c'est le premier personnage à être nativement robuste. Donc, vous ne pourrez jamais le contrôler. Ce qui est problématique, puisqu'à chaque fois qu'il s'active, que ce soit de l'attaque ou de la manigance, il va activer son gantelet de l'infini, et donc jouer avec des pierres d'infinité, qui vont quand même être une bonne difficulté en fonction de ce qui va sortir. La pire étant la rouge qui va directement vous péter un allié ou un soutien. Quand on démarre la partie, ça peut être compliqué. Notez que ça reste un gros veau, mais par exemple, défendre avec des trashs marche très bien contre Thanos. Donc il est, contrairement à Ronan, il est complètement jouable. Et il ne faut surtout pas avoir peur de passer au stade 2. Parce que souvent les gens ont peur du snap qui va détruire la moitié de votre deck. Mais une fois que vous êtes en place, en vrai, perdre un demi-deck, c'est rarement problématique. Et ça va vous permettre d'avoir un peu plus de souffle pour le battre. L'autre intérêt ici, c'est le gantelet de l'infini. Alors là, c'est quoi? C'est pierre d'infinité. Est-ce qu'on voit le gantelet quelque part? Le trône, Corvus, Proxima. Voilà. C'est le gant de l'infini. Et le gant de l'infini, c'est un bonus. Alors, oui, il ne joue théoriquement que dans Loki et dans Thanos. Mais si vous êtes un peu un hardcore gamer qui aime souffrir, vous pouvez très bien faire des parties avec le gant de l'infini dans tous les scénarios du jeu. Ça mène un renouveau assez incroyable. Et croyez-moi, Rhino Expert, Standard 2, Expert 2, Gant de l'Infini, c'est un vrai défi. Moi-même, je ne l'ai réussi qu'avec des decks extrêmement puissants tels que Captain Marvel Shield ou Spider Cochon. Si vous n'avez pas du gros contrôle, vous allez vous faire couillonner. Et encore, là c'est en solo, en multi mes potes veulent pas jouer avec ça. Donc ça amène quand même quelque chose, qu'on l'aime ou pas, ça a le mérite d'exister. Ensuite on avait Hela, parce que Hela, c'est connu.
C'est un scénario, quand il est sorti, beaucoup de gens l'ont toujours trouvé difficile. Moi, je l'ai toujours trouvé facile, surtout comparé à Thanos. Le truc en fait avec Ella, c'est qu'il faut absolument prendre son temps. Dès le début, vous tuez Garm, et vous restez comme ça pendant 5, 6 tours s'il le faut, juste à vous mettre en place et à la grignoter quand elle a ses équipements. Genre, vous attendez qu'elle ait les 3 équipements, pouf, on lui pète la tronche et on attend tranquillement. Et vous pouvez comme ça temporiser le scénario excessivement longtemps. Et une fois qu'elle est en place, vous allez enchaîner tour 2, tour suivant, on fait toute la P2, tour suivant, on fait toute la P3, et puis on la bute et c'est fini. Donc, en prenant son temps, ça passe crème. Et puis on va terminer avec le brave Loki, qu'il est Loki. Voilà. Loki, lui c'est un des plus durs encore aujourd'hui. Évidemment, comme d'habitude, Ronan, c'est le god tiers, on ne le battra jamais. Mais Loki, ça reste une immonde saloperie. Déjà parce que c'est stats, mais parce que le gantelet. Donc ici, par exemple, vous voyez qu'il est 2-2 et 20 points de vie par joueur. Ça veut surtout dire qu'il est 3-3. Et il est gros, parce qu'il y en a qui ont des stats de 3 de base, 3 d'attaque pour ce Loki-ci et 3 de manigance pour ce Loki-ci. Ça veut dire qu'on a un Loki qui va manigancer à 4 et un Loki qui va taper à 4, nativement de base. C'est compliqué, c'est compliqué. Et surtout, la différence, comparée à Thanos, c'est que Loki n'a qu'un seul stade de manigance. Donc on ne peut même pas se dire « Ah tant pis, je vais perdre cette manigance-ci et passer au suivant ». Non, non, Loki, si la manigance passe, vous avez perdu. Ce qui peut aller assez vite, ma foi, on peut toujours se faire surprendre par ça. Et évidemment, on le précise, mais 2 des phases de ce Loki ne peuvent pas être contrôlées, sinon ce serait trop facile. Et une phase de Loki ne peut pas subir des dégâts tant qu'il y a des manigances annexes. Autant dire que... Qu'est-ce qui se passe? C'est quand même une belle saleté. Voilà. Ceci dit, dans l'ensemble, la boîte reste correcte. J'avoue que la campagne ne m'a pas marqué plus que ça, mais elle n'était pas désagréable à jouer. On avait des belles cartes à aller chercher, comme le shawarma ici. Ça, je m'en souviens, qui génère quand même une ressource triple. Donc plutôt chouette. Mais voilà. Alors, le cœur du jeu, évidemment, pour moi, ce sont les personnages. Et ici, nous avons Spectrum. Donc Spectrum, pour rappel, elle est 1-1-1, mais grâce à ses changements de forme, elle a le bon goût d'avoir 3 dans la stat qui l'arrange. Alors, c'est vrai que sur le principe, c'est très fort, un personnage qui a 3 de contre de base, c'était à l'époque révolutionnaire. 3 d'attaque ou 3 de défense, ça c'est quand même du plus classique. Le problème de ce perso-là, à titre totalement personnel, c'est que c'est un perso où on s'emmerde. Parce qu'il n'y a pas de fun là-dedans. C'est simple et efficace. Il y en a, ça ira très bien. L'alter ego, par exemple, n'a aucun intérêt. L'alter ego, il n'y a pas de chance. Vous avez vos améliorations qui sont en mode off. C'est tout. Pas de bonus à aller en alter ego. Et surtout, c'est le personnage, et ça se voit directement ici, qui a le moins de cartes possible, puisqu'elle a simplement donc son allié signature, puis, 2 générateurs de ressources. Et encore, c'est du classique le générateur de ressources, on en a déjà vu plein. Et puis on a 3 rayons gamma, 3 vitesses du photon, 3 pulsars et 3 vitesses lumière. Voilà. Il n'y a aucun personnage qui a aussi peu de variété de cartes dans son kit. Maintenant, c'est des bonnes cartes. Vitesse lumière change de forme, faire piocher. Le bouclier vous protège, la vitesse du photon contre, et le rayon gamma met une énorme patate. Donc oui, c'est des bonnes cartes, mais il n'y a pas de gros combo, il n'y a pas de sel dans ce personnage. Donc c'est toujours un peu tristounet. Ensuite, donc nous avions l'allié Captain America. Un allié qui coûte 6, qui a 2 de contre, 2 d'attaque, 4 points de vie, et tenace, mais dont on réduit le coût pour chaque Avengers en jeu. Autant dire que si votre héros est déjà un Avengers, il ne coûte plus que 5 ressources, et si vous vous amusez à builder avec, dans un deck qui marche avec beaucoup d'alliés, et c'est quelque chose qui fonctionne très bien en Avengers, vous pouvez rentrer
Captain America pour 3, 2 ressources. Gratuit fait quand même compliqué. C'est pas impossible, parce qu'on peut aussi réduire son coût évidemment avec la tour des Avengers par exemple. Mais ça reste un très très bon allié, mais dans un archétype Avengers où ça pullule. Le Powerman, j'ai cru comprendre qu'avec des cartes qui allaient sortir, il y a moyen de faire des combos débiles avec ce personnage. Notamment avec Maria Hill, puisque Maria Hill va remettre des jetons sur les gens. Mais en tout cas, au jour d'aujourd'hui, c'est un allié qui est tout pourri, parce que pour 3, il tape à 0 avec 1 de contre et 3 points de vie. Mais 2 fois par partie, il pourra avoir plus 2 d'attaque pendant une phase. Yay! Voilà, ça vaut clairement pas la peine. Des alliés, vous en avez beaucoup mieux. Et notamment, si vous voulez vraiment jouer sur un truc un peu dans ce genre-là, bah, vous jouez Goliath. Certes, c'est 1 de coup en plus, mais c'est autrement plus fort. Un tigre blanc. C'est facile. Si le fait d'avoir des Avengers dans mon deck ne me gêne pas, c'est auto-include quand vous jouez en commandement. Parce que c'est un allié qui est pas mauvais, pour 3, 2, 2, 2. Mais ça va vous faire piocher des cartes égales au stade du méchant. Alors si le méchant n'a pas de stade ou qu'il est au stade 1, vous avez une carte. C'est toujours ça de prix, ça fait qu'elle coûte virtuellement en 2. Mais si vous jouez en expert, bah, au stade 3, elle coûte 3 et elle vous rend 3. C'est très fort, surtout que si ça se met, vous allez la payer avec une réduction de coût, une ressource double, donc vous allez vraiment avoir un gros card advantage, un très bon allié. Tout comme Kalou. Dans la série des petits alliés auto-include, Kalou fait vraiment le café. Il coûte 2, il a 1, 1, 2. Voilà. Pour un qui coûte 2, on va pas s'attendre à beaucoup plus, hein, n'est pas Maria Hill qui veut. Mais il va permettre de regarder parmi les 5 cartes du dessus de votre deck, de prendre un événement et de l'ajouter à votre main. Autant dire que dans 90% des cas, voire plus, vous allez toujours toucher une carte qui va servir au pire à le rembourser, mais peut-être l'événement que vous cherchiez pour terminer le méchant, tuer un sbire désagréable ou faire le contre dont vous aviez besoin. Donc Kalou, un très très bon allié, et en plus ça le très mystique, ça peut quand même servir. On a aussi la toute première carte équipe qui sort dans cette boîte. Maintenant on en aura évidemment pour chaque équipe, hein, que ce soit les X-Men, les X-Force, les Gardiens. Ça c'était l'équipe Avengers. Donc ça coûte 3, certes c'est cher, mais chaque allié Avengers qu'on contrôle gagne plus 1 de contre et plus 1 d'attaque. Alors, maintenant, c'est peut-être la moins forte des cartes en équipe, celle des X-Men par exemple, qui réduit les coûts, et à mon sens plus intéressante. Mais, plus 1 sur toutes ces bestioles, c'est loin d'être mauvais. On a déjà vu ici, rien qu'avec Captain America, Tigre Blanc et Kalou, ça ferait clairement le café. Donc si vous aimez l'archétype Avengers, c'est une très bonne carte à ne pas sous-estimer. L'attaque massive, ça c'est très très compliqué malheureusement. C'est un événement qui coûte 3, qui demande d'incliner 3 alliés avec un trait commun pour faire une baffe à X. X égale au total des alliés et en bonus l'attaque de votre héros. C'est pratiquement injouable, parce que déjà ça coûte 3, c'est cher, mais ça implique d'avoir 3 alliés sur table, autant dire que pendant très très longtemps ce sera une carte morte, parce que ça prend du temps, mine de rien, d'avoir 3 alliés sur table. Et puis, voilà, ok ça va pas les blesser, mais mettre une grosse patate, est-ce qu'on n'a pas mieux à faire? Surtout que des solutions pour mettre des patates, c'est pas ce qui manque. Donc, pour moi, ça c'est une carte qui ne vaut pas la peine d'être joué. Le cran, donc c'est laquelle? Ça c'est Skeletérité. Donc pour moi c'est là qu'elle est sortie la première fois. Quand on change de forme, le héros gagne plus 1, plus 1, plus 1. Pour les héros flip-flap, c'est pas mal. Évidemment, le gros intérêt de cette carte, c'est avec des héros qui ont une forme différente. Comme ici Spectrum qui a sa forme, donc les éléments, gamma, photon et pulsar. Mais maintenant, on a Shadowcat
qui a deux formes, tangible, intangible, Vision, qui a aussi deux formes, tangible, intangible. On a les héros qui ont trois formes, comme Angel, la Guêpe et Ant-Man. Donc c'est des cartes qui sont sympathiques. Si vous avez l'occasion d'en profiter. Maintenant, c'est pas la plus folle de cette catégorie-là, puisque le gain, c'est jusqu'à la fin du round. Donc au pire, vous aurez le contre et la def ou l'attaque et la def. Mais si vous n'avez pas vraiment buildé dessus, c'est compliqué. Notez que dans un vif argent, même si lui, faudra démarrer en alter ego, ça peut complètement valoir la peine, parce que lui va évidemment se détaper plein de fois dans le même tour. Et on termine avec Frère Front Commun, une carte qui n'est plutôt pas mal et que j'ai encore rentrée récemment dans mon magnéto. Donc c'est la seule carte du jeu qui n'a pas de ressources imprimées. C'est-à-dire que si vous ne remplissez pas la condition, ça ne fait rien, c'est injouable. Elle dit, générez une ressource pour chaque allié que vous contrôlez, maximum 3. Autant dire que si vous jouez une stratégie avec plein d'alliés, ça va générer 3 ressources assez souvent. Et une ressource triple, c'est pas mal. Dans le pire des cas, si vous n'avez qu'un allié, ça fera une ressource. Ma foi, pourquoi pas. Mais attention, ça reste une carte tricky, puisqu'elle ne peut ne pas produire de ressources. C'est pour ça que je déconseille fortement d'en mettre 3 dans un seul deck. Pour moi, 2 c'est un maximum. Un combo évidemment, donc le combo que j'utilise dans Magnéto, c'est avec le fauve qui va aller chercher cette ressource-là. Je sais si j'ai le fauve, si elle va être rentable ou pas. À 2, ça vaut déjà la peine, ça reste une ressource double. Mais si vous l'avez à 3, c'est jackpot. Alors, Blade, donc un allié neutre qui coûte 1. C'est déjà très intéressant. Il a 2 d'attaque, 1 de contre et 3 points de vie. Cependant, quand vous utilisez Blade, vous devez strictement dépenser un coup de poing de votre main. C'est-à-dire que même si vous avez un générateur de coups de poing, ça ne fonctionne pas. Donc, le sérum du Captain America ne marche pas. Blade meurt. Bon, le gros avantage ici, et on l'a vu, c'est que ça fait un allié pour pas cher. Or, des alliés, on en a besoin pour réduire le coût de Captain America, ou ça marche très bien, évidemment, avec la carte attaque massive, mais que je ne recommande quand même pas. Ça marche aussi très bien avec toutes les autres cartes de type allié ressources. Oui, je vais pouvoir engager Blade pour piocher une carte, et là, j'ai pas évidemment ces problèmes. Je peux aussi, avec Puissant Avengers, engager Blade pour dégager mon héros. Donc vous avez tout un tas de cartes qui peuvent profiter de Blade sans jamais, au cours de la partie, ne devoir l'utiliser. Ce qui fait que Blade est vraiment un très bon allié si vous jouez évidemment avec le trait Avengers ou si vous avez besoin d'alliés. Dans le pire des cas, ça vous fait un tank pour 1. Et peut-être même plusieurs, parce que vous pourriez très bien utiliser Blade pour défendre un sbire qui taperait à 2, puis au tour suivant, utiliser Blade pour défendre l'attaque du méchant. Rien que pour ça, Blade, c'est un allié de très très haut niveau. La tour des Avengers, on l'a déjà, mais ça marche bien. Le manoir, ouais, on a du pognon, donc forcément. Prêt pour la bagarre. Ça aussi, c'est une carte conditionnelle au changement de forme. Donc ça coûte 1, maximum 1 par joueur, mais on peut la jouer chez les potes. Quand vous changez de forme, vous vous redressez. Pareil, si vous jouez des decks avec multiformes, et moi je pense notamment à la Guêpe, Ant-Man et Angel, où pour moi cette carte c'est auto-include en x3, vous allez être l'untap pour 1, et dans le pire des cas, tant que vous n'en avez pas besoin, vous pouvez la garder sur table, c'est très fort. Si évidemment vous n'avez pas des options de changement de forme, c'est beaucoup plus conditionnel, donc beaucoup plus dur à jouer. Et on termine avec énergie, génie et force. Et on va passer au petit dernier. Le petit dernier, c'est Adam Warlock. C'est un personnage qui est compliqué de par son deck building. Donc pour rappel, Adam Warlock, il est gardien. Pourquoi pas, c'est un bon trait. Il est mystique, c'est un excellent trait. Il a 1 de contre, 1 d'attaque, 2 de défense, 11 points de vie, une taille de main de 5, 6 en alter ego, bien entendu. Donc, son concept, à lui, c'est marqué sur l'alter ego, c'est d'avoir les 4 affinités dans son deck. Paradoxalement, maintenant, qu'il y a
la 5e affinité, le pool, vous pouvez très bien mettre du pool et ne pas mettre une affinité que vous n'aimeriez pas. Vous pouvez par exemple enlever la protection et mettre du pool. En alter ego, il défausse une carte pour enlever une carte d'état, c'est assez anecdotique. Et donc en héros, son mage de bataille lui permet de jeter une carte. Et en fonction de la couleur de la carte jetée, il fera soit 2 dégâts, soit 2 de contre, soit soin de 1 sur un allié, toujours très fort ça, soit donner +1 à un héros. Mais voilà, il faut accepter de jouer les 4 affinités, et oui, surtout ce que j'ai pas dit, en x1 évidemment. Vous ne pouvez jouer les cartes qu'en un exemplaire, ce qui le rend assez compliqué. Et c'est pour ça qu'il n'a pas trouvé son public. Autant il y a des gens, comme moi-même, qui adoreront le personnage, autant je pense que la grosse partie de la communauté ne l'aime pas, ou n'a pas pris suffisamment le temps de le poncer. D'ailleurs, moi au début, quand il est sorti, j'ai mis longtemps avant de trouver un build qui m'intéressait. Et en fait, je pense, mais c'est vraiment à titre personnel, que la grosse subtilité du personnage, c'est qu'en fait les gens ont peur de ne pas justement avoir les cartes d'affinité et en mettre un maximum au mépris des cartes grises. Et je crois que et moi je dirais que c'est le piège de cette carte-là. C'est de vouloir absolument avoir plein de cartes de couleurs et de se passer de cartes grises qui vont vraiment l'aider. Alors bien sûr, on a toutes les cartes mystiques qui sont très bien, mais il peut aller aussi chercher des très bons alliés. Gamora, qui était sorti dans le paquet de Drax, qui va chercher une carte d'événement, va très très bien dans un Adam Warlock. Tout ce qui fait tourner votre deck, tout ce qui aide à piocher et à trouver les bonnes pièces au bon moment, ça marche du tonnerre. Donc ne sous-estimez pas le gris, même si vous allez amoindrir, c'est vrai, la puissance d'autres cartes. Quand je parle de ça, évidemment, je veux parler de ces cartes d'attaque et de contre. Donc ici, on a le sens mystique, le rayon karmique, qui va meuler 4 cartes, et qui fera, jusqu'à 4 cartes, et qui fera 4 dégâts, +1 par carte de type différent défaussé. Et la personne cosmique, la même chose, contrée à 3, meuler 4 cartes, +1 par carte de type défaussé. Alors oui, c'est vrai, si on se dit, bah oui, donc pour 2, je peux taper à 8, et pour 2, je peux contrer à 7. C'est vrai que c'est un rapport coût-stat exceptionnel. Mais en vrai, si pour 2, je tape à 5, c'est déjà pas mauvais. Et si pour 2, je contre à 4, c'est déjà très appréciable. Donc on n'a pas besoin d'essayer d'aller chercher forcément le maximum de ça, je pense. Mais c'est mon avis. À côté de ça, il a quand même de très très belles cartes. Le monde de l'âme permet de le soigner instantanément, full life, pour un jeton. Donc monter ses points de vie peut complètement se justifier. Et une bonne façon de monter ses points de vie, c'est avec l'armure du symbiote. On peut transformer Adam Warlock en un veau qui va atteindre les 25 points de vie et se remettre full life d'un coup. Autant dire que défendre, c'est même plus une option. On s'en bat les noix. Le bâton génère du pognon, comme l'œil d'Agamotto pour Strange. La carte va permettre de redresser Warlock. Encore un intérêt de l'armure du symbiote, puisqu'il va avoir +1 à toutes ses stats. Et en taille de main. Mais il est mystique, donc il a accès au sorcier suprême. Donc vous pouvez monter à 7 de taille de main. Ah oui, ça commence à piquer. La protection cosmique, c'est un counter-spell, mais que vous ne choisissez pas. Subtilité, il y en a 2 dans le paquet. Ne mettez jamais les 2 en même temps. Si vous mettez les 2 en même temps, les 2 vont se déclencher sur la même traîtrise, donc ça ne servira à rien. L'essence mystique, qui va permettre de faire mage de bataille sans perdre de cartes, voire en gagnant des cartes, si vous avez posé les 2. Donc très très grosse carte, le sens mystique. J'ai même envie de dire à poser en priorité surtout. Et puis donc ça on a vu. Et la magie quantique, qui lui permet de récupérer les cartes du cimetière. C'est pour ça que je dis Gamora, faut pas hésiter à meuler votre deck. Vous allez pouvoir récupérer les cartes du cimetière. C'est aussi une belle façon d'aller tuto des cartes intéressantes, comme justement ces cartes de mise en place. Alors, donc évidemment, il vient avec un nombre incroyable de cartes, vu que toutes ces cartes sont en x1, mais je vous rassure, il y a évidemment des cartes qu'on connaissait depuis très longtemps.
On va commencer avec Marvel Boy. Marvel Boy est un allié gardien qui coûte 2, qui a 2 d'attaque, pas de contre et 2 points de vie. De plus, quand vous attaquez, vous pouvez payer un coup de poing pour qu'il gagne perçant et à distance. Dans le genre petit allié en agressivité qui fait le café, il est très bien. Le perçant, ma foi, c'est quand même très anecdotique, mais le poser, mettre une baffe à 2, puis s'en servir comme trash, ça marche du tonnerre. Alors, on a toute une série de cartes qui sont des cartes qui sont censées se mélanger dans le deck du méchant. Autant dire que c'est des cartes, vous pouvez directement les mettre à la poubelle, ça n'a pas d'intérêt. Il suffirait par exemple qu'elles sortent en nombre pour avoir perdu votre temps. Donc je ne vais pas m'éterniser dessus parce que la vidéo va être beaucoup trop longue. Mais voilà, donc ici on a l'intermédiaire. En jaune, nous avons le tribunal vivant. En bleu, où est-ce qu'elle est, l'éternité. Et le jardinier en vert. Ces cartes sont à chier et injouables. Jetez ça aux poubelles tout de suite. Par contre, nous avions la série des 4 cartes réservées aux mystiques. Et par contre, là, ces cartes-là, si vous avez le trait mystique, c'est auto-include, peu importe dans quel aspect vous le jouez. Donc l'attaque magique, pour une ressource, vous faites jusqu'à 5 dégâts en meulant autant de cartes de votre deck. Donc 5 dégâts pour 1, très puissant. En parallèle, nous avons évidemment la zone de silence. Donc ici pour 1, vous allez contrer jusqu'à 4 en meulant 4 cartes. Autant dire que 4 de contre pour 1, c'est aussi très puissant. On va passer sur la protection. Nous avons le sort de bouclier qui pour 0 ressources, vous allez prévenir tous les dégâts et meuler autant de cartes que les dégâts prévenus. Donc même une baffe à 12, il n'y a pas de problème, vous la prenez pas excessivement fort. Mais pour moi, la plus puissante et de loin, c'est le sort d'invocation. Alors oui, celle-là, elle coûte 2, mais elle va vous permettre de meuler des cartes de votre deck jusqu'à ce que vous trouviez un allié qui va arriver en jeu sous votre contrôle. Vous touchez un Nick Fury, vous piochez 3 cartes derrière. C'est une très belle façon d'aller chercher des alliés. Et surtout, si vous savez que vous avez peu d'alliés dans votre deck, admettons la sorcière rouge par exemple, vous ne jouez que votre allié signature, s'il est dans le deck, pour 2, vous êtes sûr de faire sortir Vif Argent. Donc vraiment une très très bonne carte, mais qui est réservée aux mystiques. Alors, donc ça c'est fait. On avait l'Upercute, c'était toujours excessivement mauvais. On a l'entraînement au combat, voilà, on connaît aussi. Et on a l'audace, ah oui c'est vrai, il arrivait, donc la dernière type de carte qu'il amenait, c'est un nouveau type de carte ressources qui font des petites sucreries. Donc l'audace, c'est une ressource, quand on la dépense, elle fait un dégât au méchant. Est-ce que ça vaut la peine d'être joué? Pas trop. Maintenant, de temps en temps, ça pourrait pinguer un tenace, mais j'ai envie de vous dire, on n'a que 25 cartes dans un deck, donc on n'a pas la place pour jouer ceci. On a la détermination, donc après l'avoir joué, vous pouvez retirer 1 de la manigance, mais encore principal, donc pareil, c'est pas dingue. L'innovation, celle-là c'est la seule qui vaut complètement la peine, puisque après l'avoir joué, elle va soigner un allié que vous contrôlez. Soigner un allié c'est toujours intéressant, surtout si on joue avec des gros alliés qu'on veut équiper, donc celle-là vraiment très très chouette. Et on a la préservation, quand on la dépense, ça soigne un dégât de notre héros. Pareil, hein, si votre héros est full life, par exemple, cette carte ne sert à rien. On a eu des cartes ressources beaucoup plus intéressantes. Par exemple, ici, à la place de détermination, vous avez la ressource, la passion de l'injustice, je ne sais plus le nom exactement, vous m'excuserez, qui dit si je la dépense pour un événement contre, cet événement comptera +1. C'est tout de suite beaucoup plus intéressant que ça. Donc pareil, c'est des cartes qu'on ne jouera plus, malheureusement. Déjà qu'à l'époque, on ne les jouait pas, mais là, c'est encore pire. Et donc, on arrive au bout, il reste encore quelques alliés. Donc nous avons Quasar, donc, qui est aérien, gardien, qui coûte 3, qui a 2 d'attaque, 1 de contre, 3 points de vie. Quand il entre en jeu, il retire une menace de chaque manigance en jeu. Sur le principe, on ne peut pas dire que ce soit mauvais. Maintenant, déjà à l'époque, il n'avait plus sa place dans les decks. Parce que, ok, il amène un peu d'attaque
Ça c'est vrai, il faut reconnaître, il amène de l'attaque en justice, donc ça c'est pas mal. Mais à part ça, ça coûte 3, et son effet d'entrée de jeu, bah, s'il n'y a qu'une manigance principale, il va retirer un. Youpi! Bah non, il y a vraiment mieux à aller chercher. En bleu, nous avons Major Victory, donc un gardien qui coûte 2, qui a 1-1-2. Et quand il est vaincu, il redresse un gardien, il choisit un gardien ami et il le redresse. Ça, c'est pas mauvais, mais il faut encore des plans aussi. Sachant que le problème, c'est que s'il est vaincu pendant le tour du méchant, c'est peut-être le moins intéressant. On préférera qu'il meure de sa belle mort aux dégâts consécutifs. Mais à côté de ça, il n'a que 1-1. Donc, problématique. Mais ça peut se jouer. On peut avoir des plans avec lui. Et on termine avec Charlie 27. Donc, c'est aussi un gardien qui coûte 4. Protection 4, c'est cher. Qui a 1 d'attaque, 1 de contre, 4 points de vie, mais qui a riposte et ténacité. Youpi! Qu'on soit très clair, la riposte sur les alliés, j'ai toujours considéré que ça ne servait à rien. Donc, pour 4, le gars, il va tanker une attaque avec tenace. Ça, c'est sûr. Donc, il va mettre un riposte. C'est garanti. Derrière, vous retrouvez avec un allié qui a 1 d'attaque, 1 de contre. Super. Bon. Admettons que vous retankez derrière. Il n'a quand même que 4 points de vie. Même un Hulk à 5. S'il se fait buter, bah la riposte, elle fonctionne pas. Et le méchant qui tape à 4, vous n'allez pas me dire que c'est rare. C'est du ultra courant. Donc, il va avoir le plus de chances de se faire buter. Sauf si vous amusez à défendre et à grignoter des petits alliés. Youpi! Pour le même prix, vous mettez un Luke Cage. Luke Cage, ok, il n'a pas la riposte, mais il a tenace, il a 2 d'attaque et il a 5 points de vie. Charlie 27, c'est de la daube, ça ne sert à rien. Surtout que Luke Cage, c'est boîte de base. Là, je rappelle qu'on est quand même sur la 3e extension. Donc le jeu, il a quand même pris un peu en maturité. Donc non, c'est excessivement mauvais. Voilà. Ah oui, et il reste un allié neutre, Martinex, donc qui est gardien, qui coûte 3, qui a de 1-1-4, mais, donc 1-1-4, hein, on est d'accord que c'est complètement les stats de Charlie. Moi j'adore taper sur Charlie. Mais qui coûte 1 de moins si votre identité est gardien. Donc à ce moment-là, vous avez un allié qui coûte 2, qui a 1-1-4. Ben là, tout de suite, ça peut se jouer, c'est plutôt intéressant. Et on a vu que, enfin, il y a beaucoup d'équipements qui se mettent sur des gardiens, donc si vous voulez builder sur un allié, celui-ci est pas cher, avec 4 points de vie il va rester suffisamment longtemps, donc vous pouvez en faire quelque chose d'intéressant. C'est pour moi une bonne carte, évidemment réservée aux gardiens. Même si c'est pas obligatoire, mais c'est vraiment dans les gardiens qui prendra sa saveur. Voilà, bah ici on a fait le tour, vous avez vu qu'il y avait des cartes quand même plutôt intéressantes. Les héros, c'est ce qu'ils sont, c'est pas les meilleurs qu'on a eu. Quand on voit dans les boîtes récentes qu'on a eu Magic et comment il s'appelle encore lui, et Bishop, c'est quand même un niveau clairement au-dessus, ne serait-ce que dans l'originalité. Parce que Spectrum fait perdre des points à la boîte. Mais c'est pas une boîte à sous-estimer, elle est plutôt cool, et surtout, bah, quand on sort de l'ombre du Titan, quand on sort de Convoitise Galactique, on se dit que celle-là, bah, on était bien content de l'avoir, même si c'est celle qui a fini par dégoûter ce brave Shep. Voilà, et bien si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher le petit pouce bleu, à laisser un petit commentaire, ça fait toujours plaisir, à vous abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos, et moi je vous dis à la prochaine!